Merci beaucoup, Larry. Je suis ravi d'être de retour ici à Davos, c'est magnifique, cette Suisse, et pour parler devant de nombreux amis, quelques ennemis aussi, et tous ces invités distingués. Je suis venu ici aujourd'hui avec des bonnes nouvelles de l'Amérique. Hier, c'était l'anniversaire de mon inauguration et après un an, notre croissance, notre productivité, notre économie, tout va pour le mieux. L'inflation a été défaite, notre frontière est fermée et impénétrable, et les États-Unis sont au centre d'un tournant pour notre histoire. Sous l'économie de Biden, il y avait la stagflation, c'était la misère, le déclin. Mais maintenant, il y a un an de nos politiques, on voit exactement l'opposé, pas d'inflation, et on voit énormément de croissance économique, de la croissance économique comme vous allez le voir bientôt, une croissance inattendue, une croissance comme personne ne l'a vue dans l'histoire, 1,6%, et on passe à 4% de croissance, c'est encore plus que ce qu'on n'a jamais vu avant. Nous savons les marchés économiques qui sont au beau fixe avec des millions de milliards de dollars. Et je pense que les gens sont très satisfaits de mes politiques. Nous avons, après 4 ans de Biden, il y avait moins de 1 million de milliards d'investissements sous Biden, et maintenant nous sommes à 18 millions de milliards d'investissements, près de 20 trillions de dollars d'investissements. Ça n'a jamais été fait dans quelque pays que ce soit. Il y a un an, sous les radicaux de gauche, les démocrates, nous étions un pays mort. Nous étions le pays le plus mort du monde. Les États-Unis, aujourd'hui, vont avoir 2 fois plus de croissance que ce qui était prévu par le Fonds monétaire international l'année dernière. Je pense que l'on peut être encore plus haut que cela. Et tout cela, ce sont des excellentes nouvelles pour les États-Unis et pour les autres nations aussi. Puisque lorsque l'Amérique grandit, le monde entier grandit. Et lorsque l'Amérique va mal, le reste du monde va mal. Tout le monde nous suit, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à faire cela si rapidement, c'est une surprise. Ça nous a pris 1 an, ça aurait pu nous prendre 1 an et 1 mois peut-être. C'est arrivé très rapidement en tout cas. Cet après-midi, je vais discuter de ce miracle économique que nous avons réussi à obtenir pour nos citoyens. Certains endroits en Europe ne sont pas sont méconnaissables. Certains endroits en Europe, la France, je ne les reconnais pas, et ce n'est pas quelque chose de positif de voir ces endroits méconnaissables. Quelques décennies en arrière, il y avait les capitales économiques européennes qui ont laissé
l'immigration illégale massive et les industries se sont parties pour être remplacées par le mensonge vert. C'est ça que Joe Biden et d'autres gouvernements occidentaux ont suivi. Ils sont tournés le dos à tout ce qui fait que les nations sont riches et puissantes et fortes, et tant de potentiel gâché dans ces nations. C'est-à-dire qu'il y a des déficits, des dettes souveraines à cause de l'immigration. On n'a jamais vu une immigration aussi massive dans l'histoire. Les puissances du monde sont en train d'être détruites sous nos yeux et leurs leaders ne savent pas ce qui est en train de se passer et ils ne font rien du tout. Tous ces experts ont dit que mon plan serait une récession, serait la cause d'une récession, mais on voit que c'est l'opposé qui est vrai. La transformation de l'Amérique, elle est sans précédent depuis plus de 100 ans. On ouvre des nouvelles usines d'énergie. On ouvre des nouvelles usines, au lieu de donner du pouvoir aux bureaucrates, on les renvoie. Donc au début, ils me détestaient lorsqu'on les a renvoyés et maintenant on m'aime énormément. On baisse les taxes et on augmente les droits de douane contre les nations étrangères qui sont mauvaises pour nous. Nous avons le plus grand changement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas avoir autant d'emplois fédéraux pour pouvoir être la première nation du monde. On a fait baisser de 27% le déficit en un an et cela va aller encore plus loin. L'inflation qui est descendue par rapport à l'ère Biden. J'ai promis d'enlever 10 réglementations pour chaque nouvelle réglementation, mais pour le moment, 129 réglementations ont été enlevées pour chaque nouvelle réglementation ajoutée. On voulait arriver à 10 pour 1 et on est à 129 pour 1, si vous pouvez le croire. Nous avons ajouté les lois sur l'absence de taxes sur les pourboires. Nous avons ajouté de nombreuses lois positives pour notre pays, pour les investissements de capitaux, pour la croissance aux États-Unis. Lorsque vous construisez une usine, vous avez des déductions d'impôts. Au lieu d'attendre des dizaines d'années comme avant. C'est un miracle. C'est ce qui a été fait par nous. Sur le point de vue financier, c'est un véritable miracle. C'est un programme sur 10 ans. Vous pouvez déduire tout ce qui est possible de déduire en une année. Sur les droits de douane, nous avons réussi à rééquilibrer les déséquilibres des échanges commerciaux. Nous avons fait baisser de 77% notre déficit commercial et cela sans inflation. C'est quelque chose qui ne pouvait pas être fait, qui était impossible de faire.
Maintenant, ils pensent toutes et tous que je fais, que je prends les bonnes décisions. Près de 150 000 milliards de dollars. Et cela va doubler, cela va tripler. Des nouvelles usines qui sont en train d'être construites de partout dans le pays, plus de 41% d'augmentation des usines qui sont construites. Nous avons donné de l'approbation très rapidement pour la construction de nouvelles usines. Nous avons fait des accords commerciaux avec les plus grandes entreprises et les plus grands partenaires du monde, avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec l'Europe. Nous avons des accords sur le pétrole et sur le gaz en particulier, pas seulement aux États-Unis, mais avec tous les pays avec lesquels nous avons fait des accords. Puisque lorsque les États-Unis accélèrent, vous suivez le rythme. Nous avons de plus en plus d'emplois. Ceux qui polluent, c'était ceux qui étaient sous l'égide de Joe Biden, et ce n'est plus le cas maintenant. Le gaz, le pétrole est de moins en moins cher, avec 150 usines qui ont été fermées sous le leadership de Joe Biden. Aujourd'hui, nous sommes à une production qui augmente de 750 000 barils par jour, et nous avons obtenu des barils du Venezuela. Le Venezuela, ça a été un superbe endroit, mais il y a 20 ans, c'était un superbe pays, et ensuite leurs politiques ont viré au pire. 50 millions de barils que nous allons partager avec le Venezuela, et ils vont se faire énormément d'argent, ils vont faire beaucoup de profits. Et donc j'apprécie énormément la coopération qui nous a été donnée une fois que l'attaque a été finie. Une fois que notre attaque a été conclue, ils ont voulu faire un deal avec nous, et c'est exactement cet exemple que d'autres devraient suivre. Toutes les grandes entreprises pétrolières nous suivent au Venezuela. C'est excellent à voir. Le leadership de ce pays a été très intelligent. Maintenant, on est à $2,30 le gallon. Dans de nombreux pays, on est encore plus bas que cela. Il y a des pays où on est à $1,99. Des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis mon dernier gouvernement. J'ai signé l'approbation avec de nouveaux réacteurs nucléaires. Je n'étais pas fan des réacteurs nucléaires à cause du danger qu'ils représentent, mais le progrès qui a été fait, en particulier en matière de sécurité et de sûreté nucléaire, on est vraiment à la tête en termes de sûreté nucléaire. Nous sommes à la tête en termes d'innovation et d'intelligence artificielle. On respecte énormément de par le monde ce que nous avons fait, ces grandes entreprises qui construisent leurs propres usines électriques.
avec énormément d'énergie qui est créée. Nous faisons énormément et je suis vraiment fier de ce que nous faisons. C'était mon idée, après tout, de produire autant d'énergie. Nous avons besoin de cette production d'énergie pour être les leaders en matière de production énergétique. C'était mon idée. On s'est dit, voilà, on a des gens très brillants et vous allez pouvoir construire vos propres usines, vous allez pouvoir produire votre propre énergie. Et ils m'ont dit, ah, on pensait que vous rigoliez, mais en fait, ils ont réussi à le faire. En 3 semaines, on peut faire du nucléaire, mais maintenant on utilise aussi le charbon, on utilise le pétrole et le gaz. Nous avons évité la chute énergétique à cause du nouveau mensonge vert. Vous êtes censé gagner de l'argent, faire des profits avec l'énergie, pas en perdre. Ici, en Europe, on voit que la gauche radicale est en train d'essayer d'imposer ce mensonge. L'Allemagne génère 22% de moins d'électricité qu'en 2017. C'est pas à cause du chancelier Merz qui, lui, est en train de résoudre le problème, mais c'est à cause de ceux qui étaient avant. Les prix de l'électricité sont 64% plus hauts. Le Royaume-Uni produit un tiers de ce qu'ils produisaient en 1999, alors qu'ils sont sur la mer du Nord. Ils n'utilisent pas les réserves de la mer du Nord. C'est pour ça que c'est catastrophique. En termes d'énergie, avec des taux d'énergie très bas qui sont produits et des prix énormes qui sont... alors qu'ils ont la mer du Nord et ils ne laissent personne forer alors qu'ils pourraient le faire. Ils pourraient forer en mer du Nord, ils pourraient prendre énormément de profit. Moi, je pense que l'Europe, que le Royaume-Uni doivent réussir. Ils devraient utiliser toute cette énergie qu'ils ont à portée de main. 139% de plus pour les prix de l'énergie. Il y a des... Il y a des éoliennes de partout, et plus il y a des éoliennes, plus le pays va mal. C'est la Chine qui fait les éoliennes, et pourtant il n'y a pas d'éoliennes en Chine. Ils sont vraiment très intelligents, ils font des éoliennes, ils les vendent très très cher à des gens stupides qui les achètent, mais eux ils ne les utilisent pas. Ils n'utilisent pas les éoliennes, c'est simplement des éoliennes qui restent là comme modèle pour pouvoir les vendre ensuite. La Chine, eux, ils utilisent le charbon, ils utilisent le pétrole et le gaz, ils regardent du côté du nucléaire aussi, et ils s'en sortent très bien. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très surprenant. Ils étaient très amicaux à mon égard. Ces gens qui construisent des éoliennes, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce sont des gens stupides, vraiment. Il y a moins de croissance, moins de naissance, plus de migration, de nombreux adversaires étrangers.
Les États-Unis ont vraiment sont vraiment amis avec l'Union européenne et on s'intéresse à ce qu'ils font. Mais regardez ce qui se passe en Écosse, regardez ce qui se passe en Allemagne. On croit en ces liens que l'on partage en tant que civilisation. Il faut que l'Union européenne soit belle, il faut qu'il y ait de la croissance économique. Il faut voir que l'Occident soit uni. Il faut que l'Union européenne sorte de cette culture qui a été créée pendant les 10 dernières années. Nous voulons des alliés forts, nous voulons que l'Europe soit forte. Et finalement, il s'agit de la sécurité nationale, il s'agit d'une situation qui doit être plus claire. Maintenant, nous allons parler. Je n'allais pas en parler, mais je crois que ça n'aurait pas été apprécié. J'ai énormément de respect pour le peuple du Groenland et le peuple du Danemark. Un incroyable respect. Mais tous les alliés de l'OTAN ont l'obligation de défendre son propre territoire. Et de fait, aucune nation, aucun groupe de nations n'est dans la position actuellement de pouvoir protéger le Groenland, si ce n'est les États-Unis. Nous sommes une grande puissance, bien plus grande que ce que comprennent les gens. Je crois qu'ils s'en sont rendus compte il y a 2 semaines au Venezuela. Nous avons vu cela pendant la Seconde Guerre mondiale, quand le Danemark a perdu contre l'Allemagne après une bataille de seulement 6 heures, a été complètement incapable de se défendre lui-même ou le Groenland. Les États-Unis ont donc été obligés, on a ressenti cette obligation d'envoyer nos propres troupes pour protéger le territoire du Groenland, et nous l'avons protégé. Cela nous a coûté beaucoup. Ils n'ont eu aucune chance de prendre le Groenland. Et pourtant, ils ont essayé. Le Danemark le sait, ça. Nous avons installé des bases militaires au Groenland pour le Danemark. Nous nous sommes battus pour le Danemark. Pour personne d'autre. On se battait pour sauver le Groenland pour le Danemark. Ce énorme glaçon magnifique, on peut à peine parler de terre, c'est de la glace. Et on a sauvé le Groenland et on a empêché nos ennemis de mettre pied dans notre hémisphère. Nous avons fait ça pour nous-mêmes, évidemment. Et puis après la guerre que nous avons gagnée largement, sans les États-Unis, vous parlerez tous allemand et un peu de japonais peut-être. Après la guerre, nous avons rendu le Groenland au Danemark. Ça, c'était bête, vraiment bête. Mais bon, on l'a fait. On a rendu le Groenland, mais ils n'ont pas été très reconnaissants. Ils ne le sont pas aujourd'hui. Et maintenant, notre pays, le monde, fait face à des menaces bien plus grandes que par le passé, à cause des missiles, des armes nucléaires, des armes de destruction dont je ne peux même pas parler. Il y a 2 semaines, ils ont vu des armes dont personne n'avait entendu parler. Ils n'ont même pas pu répondre et ils étaient complètement décontenancés. On les voit appuyer sur la gâchette et il ne s'est rien passé. Aucun missile anti-air a été envoyé. Ça a fait 10 mètres et ça s'est écrasé à leurs pieds. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ces systèmes de défense, ils ont été fabriqués par la Russie, par la Chine. Donc ils vont devoir reprendre leurs travaux. Le Groenland est un territoire vaste, peu développé, peu habité, sans défense, alors qu'il se trouve dans une localisation clé entre les États-Unis, la Chine et la Russie, exactement pile au milieu de ces 3 pays. C'était pas aussi important quand on l'a rendu au Danemark. À l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. C'est pas les autres raisons, tout le monde parle des minéraux, mais voilà, les terres rares, il n'y en a pas. C'est le traitement des terres rares qui est important. Pour atteindre
ces terres rares, il faut creuser des centaines de mètres dans la glace. Donc c'est pas pour ça qu'on y va. On a besoin du Groenland pour des questions de sécurité nationale, stratégique, et pour la sécurité internationale. Cette grande île sans protection, elle fait partie de l'Amérique du Nord. Nous sommes la frontière nord de l'hémisphère occidental, c'est notre territoire. Il s'agit donc ici d'un intérêt stratégique de défense des États-Unis. Et il est de notre politique depuis des centaines d'années lutter contre les menaces extérieures et les empêcher d'entrer dans notre hémisphère. Nous sommes toujours parvenus, nous n'avons jamais été aussi forts qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi les présidents américains ont voulu acheter le Groenland. Ils essaient depuis bientôt 200 ans maintenant. Ils auraient dû le garder, le Groenland, après la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, c'était un autre président. C'est pas grave, chacun son opinion. Mais aujourd'hui, c'est encore plus important qu'à l'époque. En 2019, le Danemark a déclaré qu'il dépenserait 200 millions de dollars pour renforcer la défense du Groenland, mais ils ont finalement dépensé moins d'1% de ce montant. Donc voilà, le Danemark, il n'y est pas au Groenland. Donc avec tout le respect que je dois au Danemark, que j'aime beaucoup leur peuple, leur leader, mais il n'y a que les États-Unis qui peuvent défendre ce grand territoire couvert de glace, le développer et en faire un atout pour l'Europe et un atout pour nous. Voilà pourquoi j'ai entamé des négociations immédiates pour discuter de l'acquisition du Danemark du Groenland par les États-Unis, comme nous l'avons fait dans toute notre histoire, comme l'ont fait les nations européennes aussi, dans leur histoire. Ils ont acquis des territoires, beaucoup, dans un sens et dans l'autre. Certains avaient des richesses immenses, des terres à travers le monde entier, et ils sont allés dans le sens inverse, ils ont fait marche arrière, ils se retrouvent à la case départ. Mais le fait est que ça ne serait pas une menace pour l'OTAN si on renforce la sécurité de toute l'alliance de l'OTAN. Les États-Unis sont traités de manière très injuste par l'OTAN. Et quand on y pense, personne ne peut dire le contraire. On donne tellement et on reçoit tellement peu en retour. Et je critique l'OTAN moi-même depuis de nombreuses années. J'ai fait plus pour l'OTAN que n'importe quel autre président, que n'importe quelle autre personne. Il n'y aurait pas d'OTAN aujourd'hui si je ne m'étais pas impliqué pendant mon premier mandat. La guerre contre l'Ukraine est un très bon exemple. Nous sommes à des milliers de kilomètres, avec un immense océan qui nous sépare de ce conflit. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Elle n'aurait pas commencé si l'élection présidentielle de 2020 n'avait pas été truquée. L'élection truquée, tout le monde sait ça, on l'a prouvé. Il y a des gens qui sont poursuivis en justice pour ce qu'ils ont fait. C'est sûrement une grande nouvelle pour vous, mais ça ne devrait pas l'être. Élection truquée, c'est possible de truquer une élection. Il faut des frontières fortes, des élections fortes et une presse forte, idéalement, comme je dis. Des élections, des frontières et les médias, la presse, qui est vraiment terrible, vraiment biaisée, injuste, mais on va corriger ça parce qu'ils sont en train de perdre toute crédibilité. Quand j'ai gagné de nombreuses, avec énormément d'avance dans 7 États. Et ensuite, derrière, on me critique dans les médias, ce qui prouve bien qu'il n'y a aucune crédibilité pour ces médias. Donc, s'ils veulent obtenir cette crédibilité, il faut qu'ils me traitent de manière juste. Il faut une presse juste. On a aussi besoin d'autres éléments. J'ai hérité notamment d'une situation vraiment terrible. Quand on regarde la frontière, était grande ouverte, l'inflation était hors de contrôle. Vraiment, les États-Unis étaient dans une situation catastrophique quand je suis arrivé à la Maison-Blanche. Et puis, pareil, l'Ukraine et la Russie, quelque chose qui ne serait jamais passé. Je connais très bien Poutine. On avait parlé de l'Ukraine, c'est vraiment la prunelle de ses yeux, mais il n'allait pas y toucher. J'avais dit non. Tu n'iras pas. Il ne l'aurait pas fait. C'est vraiment terrible ce qui s'est passé. Et puis, j'ai bien vu. Je voyais ce qui se passait après avoir quitté la Maison-Blanche. Biden a donné 350 milliards de dollars à l'Ukraine. 350 milliards. Et je suis arrivé comme la frontière au sud des États-Unis, comme l'inflation, comme l'économie. J'ai dit,
waouh, on est dans une mauvaise situation aux États-Unis. Tous ces éléments étaient complètement hors de contrôle. La frontière, c'était n'importe quoi. On a corrigé cela. Aujourd'hui, c'est la frontière la plus imperméable du monde. Et maintenant, je travaille sur cette guerre depuis un an pendant lequel j'ai résolu 8 autres guerres, l'Inde et le Pakistan. Voilà, 8 autres guerres que j'ai résolues. Poutine m'a appelé. L'Arménie, l'Azerbaïdjan. Il m'a dit, je n'en reviens pas que vous avez résolu ce conflit qui dure depuis 35 ans. Je m'en suis occupé en une journée. Le président Poutine m'a appelé. Il m'a dit, vous savez, j'en reviens pas, ça fait 10 ans que je travaille sur ce conflit pour essayer de le résoudre. Donc, et donc je lui ai dit, non, mais occupez-vous de votre guerre plutôt. Et donc qu'est-ce qu'on reçoit en retour de tout ce que l'on fait pour ces guerres, à part les dettes, destruction, des liquidités immenses que l'on envoie vers ces personnes qui ne sont absolument pas reconnaissantes pour ce que l'on fait pour elles. Je parle de l'OTAN, je parle de l'Europe. C'est à eux de travailler sur l'Ukraine, c'est pas à nous. Nous, on est très loin de ce qu'on vit. On a un très bel océan qui nous sépare. On n'a rien à voir avec cette histoire. Jusqu'à ce que j'arrive à la Maison-Blanche, l'OTAN était censé dépenser, ou chaque membre était censé 2% de son PIB pour leur défense, mais la plupart des pays ne le faisaient pas du tout. Les États-Unis payaient pour quasiment 100% du budget de l'OTAN. J'ai mis un terme à ça. J'ai dit c'est pas juste. Et puis surtout, j'ai fait que les membres s'engagent à payer 5% de leur PIB. Maintenant, ils le font. Et voilà, avant, ils disaient jamais on pourra aller au-dessus de 2%, et maintenant, c'est 5%, et ils le font. Ils ne payaient pas pour 2%, maintenant, ils payent pour 5%. Et ça les renforce. Le secrétaire général de l'OTAN est excellent, d'ailleurs, il est peut-être dans la salle. Marc, est-ce que vous êtes là? Oui, je le vois. Bonjour, Marc. On ne demande jamais rien en retour. On n'a jamais rien eu en retour. On n'aura sûrement jamais rien en retour, à moins que je n'ai recours à une force excessive où ce serait tout simplement inarrêtable. Mais je ne ferai pas ça. C'est sûrement la plus grande déclaration que je pourrais faire. Les gens croyaient que j'allais avoir recours à la force, mais j'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie d'avoir recours à la force. Tout ce que les États-Unis demandent, c'est d'avoir le Groenland, qu'on avait déjà, être responsable du Groenland, et avec grand respect, nous l'avons rendu au Danemark il n'y a pas si longtemps, après avoir vaincu les Allemands, les Japonais, les Italiens et les autres pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous l'avons rendu gracieusement au Danemark. Nous étions une puissance importante à l'époque et nous le sommes encore plus aujourd'hui. Après avoir renforcé notre armée pendant le premier mandat, je continue de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 1,5 milliard de dollars. 1500 milliards de dollars de budget. Nous construisons des porte-avions bien plus puissants qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, des navires de guerre, le Missouri, l'Iowa, l'Alabama. On s'est dit, peut-être qu'on pouvait les sortir de l'Arctique, et on nous a dit non, monsieur. Ces navires de guerre, ils sont 100 fois plus puissants que ces chefs-d'œuvre que vous avez déjà vus à grande reprise, qu'on voit encore à la télé. On se dit, waouh, quelle force! 100 fois plus puissant, chaque navire, 100 fois plus puissant que les navires de guerre du passé. Donc voilà, ça a mis un terme aux discussions sur le pôle Nord. Donc ce que nous avons réussi à tirer de l'OTAN, en retour, c'est rien, si ce n'est qu'on a protégé l'Europe de l'Union soviétique et de la Russie. Et en retour, jamais rien eu. Et pourtant, on paye. Et on paye depuis longtemps, jusqu'à ce que j'arrive. On payait, selon moi, 100% du budget de l'OTAN, puisque personne d'autre ne payait. Tout ce que l'on demande en retour, c'est le Groenland, avec les titres de propriété, parce qu'il faut en être propriétaire pour le défendre. On ne peut pas défendre avec un bail. Légalement, ça ne fonctionne pas. Et puis, d'un point de vue psychologique, non plus. Ça n'a pas de sens qui va défendre un territoire sur lequel on a simplement un bail de 100 ans, qui est rien d'autre qu'un désert
de glace au milieu de l'océan, ou si une guerre éclate, la plupart de l'action va se dérouler sur cette banquise. Ces missiles, ils vont survoler cette banquise. Tout ce que nous voulons en retour du Danemark pour leur sécurité nationale et internationale, et pour maintenir éloignés nos ennemis puissants, c'est cette terre sur laquelle nous allons construire le dôme doré, le plus puissant qui n'ait jamais existé. Nous allons construire sur le Groenland pour défendre notamment le Canada. Le Canada profite vraiment bien de ce qu'on fait. Et j'ai vu leur Premier ministre pas très reconnaissant. Le Canada devrait être plus reconnaissant envers nous. Le Canada est en vie grâce aux États-Unis. Souvenez-vous-en, Marc, la prochaine fois que vous faites une déclaration. Ce que nous avons fait pour Israël aussi est phénoménal. Rien à voir, cela dit, avec ce que nous avons prévu pour les États-Unis, le Canada et le reste du monde. Nous allons construire ce dôme sans précédent. On l'a fait pour Israël. J'ai dit à Bibi, arrête de faire comme si c'était grâce à toi, c'est notre technologie, c'est nous qui l'avons construit. Mais voilà, ils ont fait du bon travail, ils se sont attaqués à la menace nucléaire iranienne, elle est complètement détruite, on n'a jamais vu ça. Le Venezuela aussi, dont on s'est occupé, Soleimani, el-Baghdadi, quand il a essayé de relancer l'État islamique. On a fait beaucoup de choses, plein de choses importantes, et à chaque fois exécutées à la perfection. Un expert militaire m'a dit « Monsieur, tout ce que vous avez fait a été exécuté à la perfection. » J'ai dit « Je sais, je sais. » D'autres présidents ont dépensé, à tort ou à raison, des millions de milliards pour l'OTAN et on n'a jamais rien eu en retour. On n'a jamais rien demandé en retour. Donc c'est une voie à sens unique finalement. Aujourd'hui, ils veulent qu'on les aide sur l'Ukraine. On leur dit oui, on va le faire. Moi j'aide beaucoup. La semaine dernière, vous avez vu, 10 000 soldats. Le mois dernier, c'était 31 000 soldats qui sont décédés. C'est cette salle fois multipliée par 30. Vous vous rendez compte? 30 000 soldats sont morts en un mois. Le mois d'avant, c'était 27 000. Le mois d'avant, c'était 28 000. Le mois d'avant, c'était 25 000. C'est un bain de sang. Et c'est à ça que je veux mettre un terme. Ça n'aide pas notre pays, les États-Unis. Mais ces soldats, ce sont des jeunes personnes qui vous ressemblent un petit peu à vous au premier rang. Ils vont à la guerre, leurs parents sont tellement fiers d'eux. 2 semaines plus tard, on les appelle, on leur dit « La tête de votre fils a explosé ». C'est une guerre horrible. La pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Si ça continue, ça va être pire que la Seconde Guerre mondiale. Les chiffres sont absolument hallucinants. L'Ukraine et la Russie ont perdu des quantités d'hommes incroyables. Et Vladimir Poutine qui est ouvert à trouver un accord, je m'en occupe actuellement. Le président Zelensky aussi, je crois, est favorable à un accord. Je vais le rencontrer aujourd'hui, il est peut-être dans cette salle aussi. Mais il faut mettre un terme à cette guerre, quoi qu'il en soit. Il y a trop de gens qui meurent sans qu'il y ait besoin. Trop d'âmes sont perdues. Mais il n'y a que ça qui m'intéresse, moi. Et ce faisant, j'aide l'Europe, j'aide l'OTAN. Et ces derniers jours, quand je leur parlais de l'Islande, ils étaient fans de moi. Et ils m'appellent papa. Un monsieur très intelligent qui a dit c'est notre papa. Voilà, donc il faut se mettre d'accord un peu. Donc maintenant, ce que je demande, c'est un bout de banquise, froid, dans un endroit pas si bien, qui pourrait avoir un rôle crucial dans la paix mondiale et la protection de l'ordre mondial. C'est une toute petite demande, pas grand-chose par rapport à ce que nous leur avons donné depuis des décennies. Et le problème avec l'OTAN, c'est qu'on sera toujours là pour l'OTAN. Mais je ne suis pas sûr que l'OTAN sera là pour nous. Si on les appelait, messieurs, on nous attaque, telle ou telle nation nous attaque.
Je le connais très bien, mais je ne suis pas sûr qu'ils seraient là pour nous. Je sais qu'on serait là pour eux. Je ne suis pas aussi sûr qu'ils seraient là pour nous. Tout cet argent qu'on dépense, toute cette sueur, ces larmes, ce sang qui coule pour eux, je ne suis pas sûr que ce soit réciproque. Ils ne sont pas pour nous. L'Islande, je peux vous le dire, nos marchés financiers ont plongé hier à cause de l'Islande. Donc voilà, l'Islande nous coûte déjà beaucoup d'argent. Mais bon, ça c'était rien par rapport à comment le marché a grimpé depuis que je suis président. Et croyez-moi, à l'avenir, je vais le faire doubler encore. On va atteindre les 50 000. Les marchés financiers vont doubler très bientôt. C'est ce qui est en train de se passer. Mais voilà, c'est un bon exemple, ça. Après avoir donné à l'OTAN et aux nations européennes des milliers et des millions et des milliards pour la défense, ils achètent nos armes. On fabrique les meilleures armes du monde. Et on va continuer à les fabriquer de plus en plus rapidement. J'ai limité les salaires. Ensuite, j'ai établi qu'on ne pouvait pas racheter les stocks, les actions que les entreprises ne pouvaient pas racheter leurs actions. Beaucoup de choses qui se faisaient. Ça a gagné 50 millions de dollars. Et puis les missiles, ils arrivaient au bout de 3 ans. Et je lui ai dit non, c'est pas correct ça. Mon chauffeur ferait mieux et il gagne moins. Il gagne beaucoup. Hein. Et donc s'il gagne beaucoup, ces gens, il va falloir qu'ils soient plus efficaces. Nous produisons les meilleurs équipements au monde et croyez-nous, on va continuer à accélérer cette production avec des nouvelles usines. Et toutes ces dépenses pour acheter les actions, on va l'intérieur. Il va falloir qu'ils investissent pour développer, créer des nouvelles usines pour faire des missiles Tomahawk, des missiles Patriot. C'est le meilleur équipement. Les F-35, les F-40, le nouveau modèle qui arrive, qui est l'avion de chasse le plus dévastateur qui existe. Il l'appelle 47. Mais ça me plaît pas trop. Je vais l'enlever. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé le 47. Moi, ça me plaît pas. Je vais reprendre. Je vais faire changer le nom. Mais bon. Voilà, c'est censé être le premier avion de chasse indétectable. Ils ont survolé l'Irlande, absolument indétectable. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont déguerpi. Voilà, donc nous, on veut un bout de banquise en échange de la paix mondiale et ils ne veulent pas nous la donner. Nous, on n'a jamais rien demandé d'autre. On aurait pu garder cette banquise. Et on ne l'a pas fait à l'époque. Vous avez le choix. Vous pourriez dire oui, nous serions très reconnaissants. Ou alors vous pouvez dire non, et on s'en souviendra. Une Amérique forte et en sécurité, c'est un OTAN. Une OTAN forte et en sécurité. Voilà pourquoi je travaille aujourd'hui, pour s'assurer que notre armée reste puissante, que nos frontières restent imperméables et que notre économie reste forte. Parce que pour la sécurité nationale, il faut la sécurité économique, il faut la prospérité. Et nous sommes dans la meilleure situation de notre histoire à cet égard. Certains ont détruit notre économie. Biden a mené à la pire inflation de notre histoire. Apparemment, c'est depuis 48 ans, mais moi je dis c'est depuis toujours. À 48 ans, c'est une éternité. Que ça soit 48 ans ou depuis toujours, c'est terrible. Ça coûte aux familles moyennes 33 000 $, ce qu'ils ont fait à notre pays. Il ne faudra jamais oublier ça. Alors c'est encore tôt, mais vraiment, Biden, c'est le pire président de notre histoire. C'est un stylo de signature automatique qui a fait beaucoup de dégâts. J'en reviens pas qu'il ait fait ça. Aucun président d'autre l'aurait fait aujourd'hui. Les prix des loyers, de l'énergie, des biens sont en train de descendre. On est dans une situation catastrophique. On a fait un excellent travail sur tous les fronts dans le cadre de ma politique de la nation la plus favorisée pour le coût des médicaments. Le coût des médicaments est en baisse, parfois de 90%. Selon comment on calcule, on pourrait dire 500, 600, 800% de baisse des prix des médicaments. Ça dépend comment vous calculez. Nous avons une politique de la nation la plus favorisée que tous les présidents voulaient. Aucun président n'y est arrivé. Moi, j'y suis arrivé. Et grâce notamment aux droits de douane. Il nous dit non, non, non. Donc voilà, un médicament qui coûte 10% à Londres coûte 130 $. 10 $ à Londres, 130 $ à New York, à Los Angeles
Et je me suis dit, non, non, ça va pas, ça. Mes amis, ils me disaient, vous savez, si vous allez à Londres, vous pouvez acheter pour rien, 2 francs 6 sous. Mais aux États-Unis, on subventionne toutes les autres nations du monde parce que les autres présidents nous ont laissé faire comme ça. Donc moi, j'ai été dur. J'ai appelé Emmanuel Macron. J'ai écouté son discours hier avec ses très belles lunettes de soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai regardé. Il a essayé de faire le dur à cuire. Mais voilà, 10 € pour un médicament chez lui. Et je lui dis, toutes les entreprises pharmaceutiques sont chez nous, elles sont d'accord. C'était pas facile, hein, elles sont dures, ces entreprises. Elles s'en tiraient bien avec cette arnaque depuis longtemps, mais ils ont abandonné cette position. Et il m'a dit, non, jamais les pays ne seraient d'accord. Et j'aurais dit, pourquoi? Parce que ils vont, tout simplement, c'est pas possible. On va plus payer. Et donc voilà, eux, ils sont restés. Nous, on a augmenté petit à petit. On aurait payé 12, 13, 14, 15 fois plus que dans les autres pays, alors que le prix restait le même dans les autres pays. Et j'ai dit non. Il a dit jamais vous arriverez à ce que tout le monde soit d'accord. Mais si, j'y suis arrivé. J'ai commencé par Emmanuel, qui est sûrement dans cette pièce. Je l'aime beaucoup. C'est dur à croire, hein, mais j'aime beaucoup Emmanuel Macron. Je lui ai dit, Emmanuel, il va falloir que vous augmentiez les prix de ces médicaments. Vous passez à 20 $, 30 $. Donc voilà, ça représente une multiplication par 2 des prix des médicaments sur ordonnance. Peut-être multiplié par 3, par 4. C'est pas facile. Non, non, Donald, je peux pas faire ça. Je dis si, tu vas le faire. 100%. Il m'a dit non, non. Vous me demandez de doubler les prix des médicaments. Je dis, Emmanuel, vous profitez des États-Unis depuis 30 ans sur les médicaments. Vous devez le faire. Vous allez le faire. Je sais qu'il va le faire. J'en suis sûr à 100%. Non, 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 je ne vais pas le faire. Oui, en effet, ça représente multiplié par 2 ou par 3, parce que puisqu'il y a la différence est si importante aux États-Unis, on ne va pas se rencontrer à mi-chemin. Ils vont augmenter un petit peu, nous on va baisser énormément. Nous à 130, ils sont à 10, eux ils vont passer peut-être à 20 ou à 30 $, pas plus que ça. Et je lui dis, Emmanuel, vous allez doubler, tripler les prix. Non, non, non. Je lui ai dit, je vais te raconter une histoire, Emmanuel. Vous allez le faire vite. Et sinon, j'imposerai des droits de douane de 25% sur tout ce que vous envoyez aux États-Unis et droits de douane de 100% sur les vins et champagne. 10 fois plus que ce que je suis en train de vous demander. Donc vous allez le faire. Je ne veux pas faire ça comme ça, mais vous m'avez forcé, non? Ok. Je vais le faire. Il m'a dit. Ça m'a pris, en gros, 3 minutes par pays, en leur disant la même chose. Vous allez le faire. Ils me disaient tous, non, 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 on ne peut pas le faire. Vous nous demandez de tripler, de doubler les prix des médicaments. Je dis oui, parce que on se fait avoir. Vous nous arnaquez depuis 30 ans. Ils ont dit non, on ne le fera pas. Et je me suis dit, dès le lundi, j'ai donné des chiffres de tarifs douaniers. C'est aussi une question de sécurité nationale. On ne va pas subventionner le monde entier. Chacun de ces pays a été d'accord. Une des choses que j'ai faites, c'est que nous allons payer le prix le plus bas dans le monde entier. Donc les prix des médicaments vont baisser par 1000%, 2000%. Mais 90%, ça, on dirait que c'est pas beaucoup. Les prix des médicaments vont baisser de manière incroyable. Après un déclin de 3 000 $ sous Biden, les revenus sont de nouveau augmentés. Il y a de plus en plus de gens qui ont des maisons. Il y a les taux d'intérêt étaient très hauts sous Biden.
et nous les avons de nouveau baissés. Des entreprises d'investissement qui sont ici à ce forum. Nous avons l'achat d'investissements énormes. 10% des maisons qui sont sur le marché. Lorsqu'une entreprise l'achète, il y a la dépréciation sur le marché. Sur 500 maisons, c'est une chose, mais sur les centaines de milliers de maisons qu'ils achètent, c'est beaucoup. Donc les maisons sont là pour les peuples et non pas pour les entreprises immobilières. C'est pourquoi nous avons interdit les grandes entreprises immobilières à acheter des maisons de famille, puisque c'est injuste. Une des grandes barrières là-dessus, c'est la dette de cartes de crédit. Il y a des taux d'intérêt énormes, 28%, 30%, 31%, 32%. Donc pour aider nos citoyens qui ont été frappés par le désastre Biden, ce président absolument horrible, nous avons mis un maximum sur les taux d'intérêt sur les cartes de crédit. Cela va aider les Américains pendant 1 an. Vous savez, ils ne savent pas que lorsqu'ils sont un petit peu en retard sur leur paiement de carte de crédit, il y a un risque de perdre sa maison. Pour ce qui est de la crypto-monnaie, nous sommes la capitale du monde de la crypto-monnaie. Notre congrès travaille très dur sur les structures de la crypto, sur les bitcoins et sur les autres, avec des nouveaux chemins pour arriver à la liberté économique. La Chine vous laisse marcher justement comme ils veulent le marché de l'IA. Biden était complètement contre jusqu'à avant l'élection où il s'est aperçu jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il y avait des millions de personnes qui auraient voté pour lui si c'était pour la crypto. Donc c'était trop tard déjà. Je suis très honoré d'avoir fait cela pour la crypto-monnaie. Nous avons aussi une baisse des taux d'intérêt. Il y aura une nouvelle tête de la Fed bientôt. Nous avons quelque chose en préparation, quelqu'un qui est très respecté. Tous les candidats que j'ai interviewés pourraient faire un très bon travail. Le problème, c'est qu'ils changent une fois qu'ils ont le travail. Une fois qu'ils ont le travail, ils veulent augmenter les taux d'intérêt. C'est incroyable de voir comment les gens changent une fois qu'ils ont le travail, une fois qu'ils ont sécurisé l'emploi. Jérôme qui arrive trop tard, c'est comme ça que je l'appelle, celui qui est en ce moment à la Fed. Donc il va falloir avoir quelqu'un d'autre qui sera le bon travail. L'année dernière, on est passé en dessous de 6% pour la première fois. Et c'était grâce à l'arrêt de l'invasion de nos frontières qu'on a réussi à faire cela. Je suis très protecteur. Il y a des millions et des millions de personnes qu'il s'agit de protéger comme cela.
Et maintenant, la valeur des maisons ont augmenté et les Américains ont gagné de l'argent grâce à cela. À chaque fois que c'est plus facile d'acheter une maison, eh bien, vous faites baisser la valeur des maisons. Mais là, pour la première fois, il y a des gens qui sont très fiers de leur maison qui vaut 500 000, 600 000, 700 000 dollars. Et cela, je l'ai fait très rapidement. Il ne faut pas détruire les rêves des gens qui ont déjà une maison. Détruire les rêves de ceux qui ont un prêt qui est très bas. Et on ne veut pas faire du mal à ceux qui ont déjà un prêt qui est très bas. Et je me dis, on peut faire baisser les taux d'intérêt très très rapidement. La baisse des taux d'intérêt, c'est une très bonne chose pour tout le monde. Il faudrait avoir les taux d'intérêt les plus bas du monde, puisque sans les États-Unis, vous n'aurez pas de pays. La Suisse, nous sommes en Suisse, ils font des Rolex, ils font énormément de choses ici. Et ils ont un déficit public de 41 milliards de dollars. Et j'ai un déficit, ils ont un déficit commercial avec nous de 41 milliards de dollars. Et donc nous avons mis des droits de douane. Différents droits de douane selon les différents pays. C'est une action juste, vous le savez. Donc 30% de droits de douane sur la Suisse. Et là, tout est parti à volo. Vous n'imaginez même pas, il y avait énormément de gens de la Suisse qui est vraiment un superbe endroit. Mais en fait, je me suis aperçu qu'ils étaient superbes grâce à nous. Énormément d'argent qu'ils se faisaient, c'était sur le dos des États-Unis. Il n'y avait pas de droit de douane et donc ils avaient 41 milliards de déficit commercial par rapport à nous. Donc 30% de droits de douane. Et le Premier ministre ou le Président, je ne sais pas, le Premier ministre, il me semble, a appelé et elle a dit non, 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 vous ne pouvez pas faire ça à 30%. Non, nous sommes un tout petit pays. Oui, mais vous avez un énorme déficit commercial. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Non, non, non. On est un tout petit pays. Elle n'arrêtait pas de répéter la même chose. Et pour être honnête, elle m'a vraiment énervé. Je lui ai dit merci madame, au revoir, et je suis passé à 39%. Et donc là, tout le monde est venu me voir, Rolex est venu me voir. C'était vraiment le bazar. Et moi, je ne veux pas faire du mal aux gens. Donc on a fait baisser les droits de douane. Mais maintenant, ils payent des droits de douane. J'ai réalisé une chose, c'est qu'il y a énormément d'endroits où ils se font beaucoup d'argent sur le dos des États-Unis. Et sans les États-Unis, ils ne seraient rien du tout. Imaginez 41 milliards de dollars
c'était le déficit, le déficit commercial de la Suisse vis-à-vis de nous. Dans cette conversation, je me suis aperçu que les États-Unis gardent le monde entier à flot. Je connais tout le monde ici. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas me regarder, qui ne veulent pas me voir, parce qu'ils tiraient avantage de leur relation avec les États-Unis. Sans nous, ce n'est plus la Suisse n'est plus la Suisse. Et tous les pays qui sont représentés ici, c'est la même chose. On ne veut pas détruire le pays. J'aurais pu dire 70% de droits de douane et ça aurait détruit la Suisse financièrement. Et ça, je ne veux pas le faire. Mais il faut que nous soyons écoutés. J'espère que Scott nous écoute. Il faut que nous payions les taux d'intérêt les plus bas possibles, puisque sans nous, la plupart des pays dans le monde ne fonctionnent pas. Et vous avez la protection de notre armée, qui est l'armée la plus forte du monde. Et pourtant, il y a des menaces, et ces menaces sont annihilées grâce à nous. À l'époque, j'étais le plus jeune dans la pièce. Aujourd'hui, je suis parmi les plus âgés dans la pièce, mais je ne me sens pas vieux. Et il y a 20, 25 ans, lorsqu'il y avait des bonnes nouvelles sur les États-Unis, par exemple, les États-Unis ont eu un mois particulièrement prospère, eh bien, tous les marchés financiers augmentaient. Et maintenant, lorsque il y a un semestre qui est bon, eh bien, tous les marchés financiers s'écroulent parce qu'ils pensent qu'il va y avoir de l'inflation. Donc on nous empêche d'avoir du succès. Avant, lorsqu'on avait un mois, un semestre, une bonne nouvelle, eh bien, les marchés financiers augmentaient. Et c'est comme ça que cela devrait être. C'est comme ça que cela devrait rester. Puisque maintenant, lorsque l'on a 5% de croissance, on pourrait arriver à 20, à 25%. Lorsqu'on annonce des bons chiffres, mais les gens ont peur de l'inflation. Pourtant, la bonne croissance peut combattre l'inflation. Donc il faut retourner à ces jours où la croissance était une bonne chose, comme par exemple aujourd'hui nous avons énormément d'usines, de centrales qui sont bâties. La Chine, il y a des années de cela, faisait des investissements avec des milliers et des milliers d'usines qui ont été construites, qui viennent du Canada, du Japon, du Mexique. Donc beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde pour bâtir des usines, bâtir des centrales chez nous, pour éviter les tarifs douaniers. Ils utilisent non plus des rénovations, mais des usines complètement nouvelles maintenant. Biden avait admis plus de 8 millions de nouveaux migrants et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Pour la première fois en 50 ans, nous avons renversé la tendance migratoire. Ce sont des criminels que nous sommes en train de faire partir de notre pays, puisque ces criminels viennent de gangs, ce sont des meurtriers.
Et la police de l'immigration, la ICE, se fait tabasser par ces migrants-là. Au Minnesota, on aide le Minnesota, mais eux, ils n'apprécient pas du tout. Aujourd'hui, le meilleur endroit aux États-Unis, c'est Washington, D.C. Maintenant, vous pouvez traverser la rue sans problème. Washington, D.C., c'est vraiment l'endroit le plus sûr, alors qu'avant qu'on envoie la garde nationale, avant qu'on envoie l'armée, c'était un endroit vraiment, vraiment dangereux. Maintenant, c'est vraiment propre, c'est sûr. Il n'y a plus de graffiti, il y a des jolis gazons. Donc, des nouveaux restaurants qui s'ouvrent, alors que tous les restaurants étaient en train de fermer. Là, les restaurants sont tous ouverts. À Memphis aussi, c'est pareil. Au Tennessee, Nouvelle-Orléans, en Louisiana, nous avons fait baisser le taux de criminalité de 64%. Et on peut continuer. Nous allons aider les Californiens. Avant, je m'entendais bien avec Gavin Newsom. Et nous les avons énormément aidés. Nous voulons continuer à les aider. Moi, si j'étais gouverneur, j'appellerais Trump. J'appellerai Donald Trump pour lui dire « Nous avons besoin de toi ». Nous sommes en train de nous débarrasser de gens qui sont des criminels de carrière. Nous avons une capacité à faire ceci à un niveau énorme. On empêche les immigrés illégaux d'accéder à des biens sociaux. On les empêche, on empêche ces sanctuaires de criminels de se former. On empêche les dealers de drogue de travailler. Malgré tout cela, nous avons vraiment le taux de criminalité le plus bas qui soit. 19 milliards de dollars de fraude qui avait été volée par des bandits somaliens. Nous avons réussi à les récupérer. C'était une affaire en Minnesota. C'était vraiment ces pirates dont nous avons réussi à nous débarrasser. Vous imaginez, ils prennent un énorme bateau, ils le remplissent d'argent, ils le détruisent pour pouvoir récupérer l'argent de l'assurance. Et nous avons réussi à nous débarrasser de ces pirates. Nous avons fait baisser aussi en arrêtant les sous-marins et les bateaux qui sont remplis de drogue dure. On nous accuse de tirer sur des pêcheurs. Moi, je vous assure qu'il n'y a pas de pêcheurs dans des sous-marins. Imaginez un petit peu ces chiffres incroyables. Qui sont les 3% restants que nous n'avons pas encore attrapés, parce que nous avons attrapé 97% de ces gens-là. La situation au Minnesota me rappelle que l'Occident ne peut pas importer la culture étrangère. Nous avons des Somaliens qui viennent alors que la Somalie n'est même pas une nation, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de police, il n'y a rien là-bas. Et nous avons
Ilhan Omar, qui vaut à peu près 30 millions, qui vient de la Somalie et qui nous explique comment on devrait faire aux États-Unis. Ça ne va pas durer longtemps, ça je vous assure. La prospérité de l'Occident est venue de notre culture particulière. C'est ça l'héritage précieux que nous avons en commun, l'Amérique et l'Europe. Et nous le partageons, il faut que nous le gardions plus fort et plus réussi que jamais. L'esprit qui va contre les événements les plus dangereux. C'est une ère vraiment exceptionnelle dans laquelle nous vivons. On ne pourrait pas rêver, on n'aurait pas pu rêver de ce qui se passe aujourd'hui. Pensez à l'IA, il y a 2 ans, personne ne pensait à l'IA. Maintenant, tout le monde parle de l'IA. Cela peut avoir des bons usages, comme cela peut avoir des mauvais usages. Les opportunités qui sont plus grandes et plus belles que jamais. Il y a des pionniers dans cette salle, des pionniers brillants. Vous avez la capacité simplement d'être là au Forum économique mondial. Déjà, c'est un miracle parce qu'il y a 50 personnes pour un siège. Vous êtes les meilleurs cerveaux du monde, ceux qui sont ici aujourd'hui. Et il s'agit de vous protéger, de vous chérir. Il faut chérir les gens qui sont brillants, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui sont brillants. Donc il faut continuer à défendre notre destinée commune et construire un avenir pour notre peuple qui soit plus beau, plus grand que le monde n'ait jamais vu. Et nous sommes dans la position idéale pour le faire. Et beaucoup de ceux qui sont ici aujourd'hui sont en position de le faire. Vous pouvez faire tout cela. Je vous félicite et les États-Unis sont de retour plus grands, plus forts que jamais et je vous verrai ici au forum. Merci beaucoup.